face à la crise que nous vivons, il faut s'attendre à l'inattendu. Alors, sachant que l'histoire est au service du présent, en quoi les récits du Moyen Âge pourraient nous éclairer? Alors, les récits du Moyen Âge peuvent nous éclairer parce qu'ils ont d'abord été le modèle de l'inattendu. Ils ont déclenché autour du XIIe siècle l'émergence du roman que l'on connaît tel que lit maintenant, mélange de choc amoureux, de découverte de soi et d'aventures viriles, de guerre entre les chevaliers, etc. Donc, ce que ça nous apprend, c'est que brutalement, en quelques décennies, est arrivée une façon de penser, une façon d'écrire, une façon d'aimer, une façon de raconter radicalement différente. Et ça, c'est possible que la crise actuelle déclenche ce genre de nouveautés radicales. La deuxième chose que nous apprennent les récits médiévaux, c'est qu'ils étaient, dans une certaine façon, très stéréotypés. Ils partaient tous, si tu veux, de ce qu'on appelait des motifs, les mêmes motifs. Donc, la rencontre avec la femme de l'autre monde, qu'est-ce qu'il y a encore comme motif célèbre? Un truc qu'on appelle le don contraignant, c'est-à-dire je te demande quelque chose, tu es obligé de me le donner, des choses comme ça. Bon, bref, c'est une littérature qui ne visait pas l'originalité, qui était nourrie de stéréotypes. Et je trouve que nous, on a une réflexion à mener pour aborder l'inattendu, justement, face aux stéréotypes. Comment on peut dépasser ou même intégrer les stéréotypes? Parce qu'on a dit de façon positive que les stéréotypes étaient le prêt-à-porter de la pensée. Tu vois, c'est des données qu'on a. Par exemple, tu fais partie d'une communauté, tu as des stéréotypes, des façons de t'habiller, des façons de parler, etc. Et ça, c'est une leçon que nous donne le Moyen-Âge, c'est que fait-on des stéréotypes? Par exemple, le stéréotype, on voit bien, par exemple, à la télé que tous les soirs, on essaie de nous enfourner un stéréotype. Par exemple, le blues du confinement. Il y a quelques semaines, on ne parlait pas du blues du confinement, et maintenant, le stéréotype, ça devient du blues du confinement. Alors, est-ce qu'on rentre dedans? Est-ce qu'on lutte ou pas? Bon, très bien. Et je pense que la troisième chose, c'est c'est peut-être un détail, je terminerai là-dessus, c'est qu'au Moyen-Âge, on avait beaucoup réfléchi à ce que c'est que l'oisiveté. L'oisiveté, en fait, ça vient d'un mot latin qui est intéressant, qui c'est otium. Et c'est intéressant parce que le contraire de cet otium, le contraire de l'oisiveté, c'est le négotium, la négation de l'otium qui a donné le négoce. Donc, étymologiquement, ou bien tu étais dans le négoce, ou bien tu étais dans l'oisiveté. Et l'oisiveté, pour un sénateur romain, par exemple, c'est quelque chose de très bien. Il faut être oisif, il ne faut pas négocier, il ne faut pas être dans le business. Tu comprends? Et il y a eu tout un débat sur cette oisiveté positive ou négative, parce que, évidemment, l'Église a condamné en disant qu'il y avait une sorte d'immoralité à vivre dans l'oisiveté. Donc, ça me fait évidemment penser au confinement. Est-ce qu'on se donne le droit d'être dans un confinement oisif, tranquille, plein de lectures, plein de rencontres téléphoniques ou musicales, etc. Ou est-ce que, comme disent les autres, ben, l'oisiveté, c'est la mère de tous les vices. Si on n'est pas dans le business, dans le boulot, eh ben, c'est pas bien. Donc là, je te donne pas des solutions par rapport à la question qu'est-ce que nous apprennent les récits médiévaux, mais je te donne au moins 3 pistes qu'ils avaient empruntées. Oisiveté, stéréotype, cette piste du choc sans doute avec de nouvelles formes d'expression. Au Moyen Âge, il y a eu des épidémies, même peut-être des pandémies. Bien sûr. Est-ce que déjà ces récits permettaient, enfin, je veux dire, l'imaginaire collectif, le ton collectif permettait d'aborder les épidémies de façon différente? Bon, alors, il faut dire que le Moyen-Âge est quand même une période où le poids de l'Église catholique est massif. Donc, les récits qui sont écrits et qui parlent, par exemple, de la terrible peste du début du XIVe siècle, ce sont des récits qui tournent autour de 3 préoccupations religieuses.
La première, c'est évidemment, est-ce que Dieu est fâché? Et tous les récits racontent que si on a la peste, c'est le résultat des péchés qu'on a commis, donc il faut punir, etc. Ou bien les récits racontent l'origine diabolique de la peste. C'est pas Dieu qui est fâché, c'est l'efficacité du mal. Et si tu me permets un petit rapprochement, on pourrait dire que là, ce serait le résultat des actions négatives des êtres humains, par exemple écologie. J'ai vu qu'il y avait des articles qui disaient que c'était la déforestation qui avait favorisé l'expansion du virus. Bon, donc, ou bien c'est Dieu, ou bien c'est le diable, ou bien ce sont les hommes, et les hommes eux-mêmes, déjà donc, au Moyen-Âge, ont raconté que c'était le, le manque d'expérience médicale et les pratiques magiques. Voilà, il y a beaucoup de théologiens qui disent bah, si on n'utilisait pas des pratiques magiques un peu archaïsantes, de la bave de crapaud et des os de corbeau pour soigner les gens, peut-être que ça irait mieux. Si bien que là, c'est peut-être ce troisième aspect quand même qui, déjà au Moyen Âge, nous montre que la question de la rationalité et de la découverte, on va dire, pharmaceutique est, est majeure et très importante. Peut-être par rapport à notre époque, enfin, je ne veux pas trop m'avancer là, hein, mais peut-être par rapport à notre époque, ce sont les deux premiers aspects qui ont un peu disparu. Quelle est la position du sacré dans la pandémie du coronavirus? J'en sais rien. J'ai écrit moi-même qu'il fallait lutter contre le sacré parce que j'ai vu que le cluster de l'Est avait été déclenché par une réunion de l'église évangélique où avaient été venus prêcher des Coréens qui étaient infectés déjà, et que à partir de cette réunion évangélique, donc d'une réunion de culte, on pourrait presque faire un joli mot, du culte, on est passé au cluster. Et c'est apparemment aussi en Israël, les réunions dans les synagogues et les églises évangéliques aux États-Unis qui luttent contre le confinement. Donc, il y aurait peut-être une réflexion oui, contradictoire à mener. Au Moyen-Âge, on pensait que le diable ou Dieu était impliqué dans l'épidémie. Oui, peut-être c'est pareil. Hein. Là, il faudrait voir quel est le rôle du diable dans les clusters. Si l'on s'arrête une minute sur la phrase d'Edgar Morin, le pire n'est pas sûr et l'improbable peut devenir, peux-tu nous dire que nous réserve de possible, de contingent, de nécessaire et d'impossible le monde d'après? Il faut partir d'un outil logique qui s'appelle le carré sémiotique. On met une position, n'importe quoi, par exemple noir, et puis à partir de noir, on fait une opposition avec le contraire de noir, qui est le blanc, et puis après on prend les deux contradictoires de chaque terme. Bon, c'est un peu compliqué, ça fait non noir, non blanc, il y a 4 termes, c'est un carré. Bon, là je suis parti d'un carré qui est connu, hein, c'est pas une invention, qui est le carré du pouvoir-être. Voilà, on part d'une notion qui est qu'est-ce que c'est que le pouvoir-être? Alors, première position, et tu donnes des noms à ce que tu vas trouver. Donc, tu vas trouver le pouvoir-être qui s'oppose au pouvoir ne pas être. Donc, ça fait le possible d'un côté, pouvoir-être, et le pouvoir ne pas être, c'est le contingent. Quelque chose peut ne pas être. Et moi, dans le monde, dans la question que tu me poses, ce qui est possible actuellement, c'est quand même. Moi, je suis pas prospectiviste. Hein, là, j'aurais presque besoin que des prospectivistes viennent nourrir ces positions dont je parle. Moi. Je dis, il y a une position qui est le pouvoir-être, le possible,
Et moi, spontanément, mais ce n'est pas très intelligent, je l'illustrerai par il est possible que l'économie mondiale s'effondre et souffre pendant 2-3 ans. Et que le chômage, j'ai vu, serait un chômage de masse. Enfin, il est possible qu'il y ait des conséquences économiques majeures. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ce que j'ai proposé, c'est pas les illustrations, tu vois, que je maîtrise mal. Moi, c'est pas mon boulot, la prospective. C'est plutôt la réflexion. Que quand on réfléchit sur la prospective, on ne met pas tout et n'importe quoi dans le même panier. Donc, d'un côté, il y aurait les choses possibles. D'autre côté, il y aurait les choses contingentes, celles qui peuvent ne pas se produire. Donc, moi, je pense, par exemple, qu'il est possible, enfin, qu'il n'est pas possible, qu'il est contingent, donc il arrivera que ne se produisent pas, par exemple, l'essor du bénévolat. On parle beaucoup du bénévolat actuellement, il y a beaucoup de formes du bénévolat, et on se pose la question, est-ce qu'il y a un avenir sûr, un avenir définitif, quoi? Dans les années futures, le bénévolat sera une solution. Moi, je pense que ça, le bénévolat, c'est contingent. Si tu veux, là, il faudrait trouver des idées, des illustrations de l'idée qu'est-ce qui va sans doute disparaître. Le premier, c'est qu'est-ce qui va sans doute se passer. Le deuxième, c'est qu'est-ce qui est actuellement comme le bénévolat et qui va sans doute disparaître. Mais toi, tu as peut-être d'autres idées pour illustrer cette position. Ensuite, le contradictoire du possible, puisque je fais un carré, donc le contradictoire, c'est l'impossible. Il est impossible et moi je pense qu'il est impossible que que la dimension écologique soit pas, mais c'est un exemple encore une fois qui n'est peut-être pas si convaincant que ça, il est impossible que la position écologique, que les données écologiques ne soient pas plus prises en compte, ne rentrent pas plus dans les logiciels des politiciens, des gouvernements, etc. Donc, évidemment, selon les options politiques, tu comprends, si tu t'adresses à quelqu'un qui est un fanatique de Trump, il ne va pas te dire la même impossibilité que ce que je viens de dire moi, tu comprends? Ce qui serait vraiment intéressant, ça serait que les prospectivistes, je répète, comme tu sais, je leur ai proposé, mais ça n'a pas eu un effet extraordinaire, se saisissent de ces 4 termes. Et j'oublie pas le quatrième. Le quatrième, c'est le nécessaire. Le nécessaire, c'est ce qui ne peut pas ne pas être. Tu comprends? Donc, si je résume, enfin, j'espère que c'est pas trop abstrait, mais tu as le pouvoir être possible, le pouvoir ne pas être contingent, ce qui ne peut pas être l'impossible, et ce qui ne peut pas ne pas être, ça ne peut pas ne pas être, et c'est nécessaire, c'est l'incontournable. Et l'incontournable, c'est le vaccin, c'est la recherche médicale, et quand même, là, enfin, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est la fondation de Bill Gates, qui, depuis 3 ans, travaille sur un vaccin pour le coronavirus, depuis 3 ans, bien avant l'épidémie, donc la pandémie, et ils disent qu'ils pensent que dans 18 mois, ils auront un vaccin disponible. Donc, je dirais moi qu'il faut pas, il faudrait distinguer pour réfléchir donc prospectivistement à ces 4 positions. Euh, et comme tu le sais aussi, j'ai proposé de rajouter non seulement ces 4 positions, mais 3 temporalités. Par exemple, je trouve que prédire la prospective des 6 prochains mois, apparemment c'est ce que tout le monde fait, c'est pas pareil que prédire. Bon, je me suis appuyé sur un historien qui s'appelle Fernand Braudel, qui a défini 3 temps, et le deuxième temps, c'est le temps lent, c'est le temps de l'évolution d'une civilisation, d'un système économique, par exemple le temps du système féodal, du système économique féodal, c'était 400-500 ans. Donc, quelle est la prospective qui peut se pencher sur les 400-500 ans à venir? C'est peut-être, tu vois, c'est pas inintéressant. Et il y a un troisième temps qui est le temps long, qui est le temps écologique, le temps de la création des continents, des choses comme ça. Bon, ça me semble difficile. Mais si on réfléchit sur la distinction des 2 premiers temps, on ne peut pas mélanger espèce
d'hystérie un peu frénétique du temps bref. Qu'est-ce qui va se passer dans les 15 jours à venir? Qu'est-ce qui va se passer dans les 6 mois à venir? C'est pas pareil que de prévoir ce que les sociétés occidentales vont vivre dans les 2-3 siècles futurs. Voilà.